En France et en Belgique et plus globalement en Europe, quand une personne souffre d'idées de persécution, on lui propose surtout des médicaments. Quand elle entend des voix, c'est pareil. Parfois, on l'oriente vers un groupe de parole, mais dans bien des cas, c'est tout. Pourtant, comme nous l'avons vu avec la professeure Hélène Verdoux, spécialiste des psychotropes, dans l'épisode 6 d'Éclat d'esprit, les médicaments ne suffisent pas. Ils sont une part de la réponse, importante parfois, optionnelle d'autres fois, mais jamais une solution complète. Alors, pourquoi si peu d'accès à d'autres outils ? Pourquoi parle-t-on si peu des thérapies cognitives et comportementales dans le cadre des troubles psychotiques ? Ces approches sont pourtant validées scientifiquement, efficaces et centrées sur l'autonomie de la personne. Elles reposent sur une idée simple et puissante, nos pensées influencent nos émotions et nos comportements. Et surtout, elles permettent de reprendre du pouvoir sur soi, là où la peur, la honte ou l'expérience désagréable passée empêchent d'agir. Les TCC apprennent à penser autrement pour vivre autrement. Certains pays ont pris de l'avance, comme le Royaume-Uni qui recommande depuis 2009 les TCC pour toute personne atteinte de schizophrénie ou d'un trouble apparenté, dès le premier épisode. Les psychologues formés à ces approches sont intégrés dans le système de santé. Les prises en charge précoces incluent systématiquement TCC, médication et soutien familial. Il y a aussi l'Allemagne qui a intégré les TCC dans ses pratiques grâce à des structures spécialisées et un remboursement clair. Dans ce 12e épisode d'Éclat d'esprit, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre de Connor, psychologue et praticien TCC. Il exerce au sein du Centre de rétablissement et de réhabilitation du CHU de Montpellier. Avec lui, on explore une autre voie possible de rétablissement, plus humaine, plus ancrée et malheureusement à l'heure actuelle trop peu connue dans le champ des troubles psychotiques. Bonjour Alexandre, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Pour ceux qui ne vous connaissent pas déjà, qui êtes-vous et que faites-vous dans la vie? Bonjour Hélène, du coup, et merci pour ton invitation. Je suis psychologue, mais je travaille au CHU de Montpellier en tant que responsable d'une unité de psychiatrie adulte qui fait de la réhab, mais plus particulièrement une unité qui essaye de favoriser des pratiques orientées rétablissement personnel, donc centrées sur la demande des personnes, d'accompagner au plus rapidement. On essaie de pas avoir de liste d'attente, on essaye de ne pas parler des personnes sans leur présence. On accompagne les gens dans tous leurs projets, quels qu'ils soient, sans présumer. Avoir un logement, avoir un emploi, faire une formation, avoir des amis, voilà. Tout ce qui peut aider à avoir une vie qui ait plus de sens pour des gens qui ont des troubles psychiques. Et je suis thérapeute en TCC et formateur en TCC, et particulièrement la thérapie cognitive et comportementale des troubles psychotiques. C'est ce que je fais le plus. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Pour moi, les thérapies cognitives et comportementales, elles s'appuient sur notre raisonnement. Donc, on apprend à penser différemment, ce qui est parfait pour moi, hein. Moi, je suis très dans ma tête, donc il y a beaucoup de choses qui se passent là. Par contre, je me posais la question pour ceux qui sont moins dans leur pensée, mais plus dans leur corps. Est-ce que les thérapies cognitives et comportementales peuvent s'adapter à ce type de profil? Et même mieux, je dirais, puisqu'en fait, on n'est pas que centré sur ce qui se passe, on est centré sur quel est le comportement que je produis, quelle est l'émotion que ça génère, quelles sont les cognitions, donc les pensées qui sont associées. Le but souvent des thérapies comportementales, c'est de se donner l'opportunité d'aller faire des nouvelles expériences. Peut-être parce que justement, des fois, on est limité soit par sa pensée, on se dit, bah là, j'ai trop peur, j'y arriverai pas. Et c'est aussi l'émotion. J'ai peur, donc j'ose pas le faire. Donc je n'apprends pas de moi que je suis capable de le faire. Donc j'ai une image de moi qui est dégradée. Donc j'ose encore moins faire des choses. Donc on va se donner la possibilité de réussir à faire et des fois sortir un peu de sa tête justement, s'écouter un peu moins. Ma tête qui me dit tu vas pas y arriver. Et c'est vrai que bah écouter cette phrase, si on regarde dans le temps, ça nous mène souvent pas bien loin en fait. Ça va plutôt nous mener à éviter des choses et à hélas perdre des opportunités de vie finalement, alors que les TCC, elles visent justement, grâce à l'accompagnement, à s'ouvrir à d'autres opportunités et à oser des choses qu'on n'osait pas avant. Donc vraiment, ça marche très bien il n'y a pas de profil pour lesquels ça marche pas. C'est vraiment, ça va être adapté à la personne. Des fois, on dit, bah, les thérapies cognitives et comportementales, elles sont un peu protocolaires. On a un cadre, mais elles sont adaptées à chaque personne. Si vous voyez ce que je fais dans la journée, je fais pas la même chose avec chacune des personnes que je reçois. C'est adapté à sa demande, au travail qu'on fait ensemble en collaboration. Et que certaines personnes, on est très centré sur les émotions, apprendre à
tolérer des émotions désagréables. D'autres, on est plus centré sur effectivement réussir à se lancer, à faire des nouveaux challenges dans la vie, des nouveaux défis, ou on va apprendre à accepter l'entente de voix pour les gens qui entendent des voix, par exemple. Enfin voilà, ça peut être très différent et on va le faire de façon très différente, même sur une même demande, parce que c'est adapté à la personne qu'on voit en face de nous. Moi, j'ai en tête un triangle avec les pensées qui induisent, qui agissent sur les émotions et du coup, pareillement sur le comportement. Hmm. C'est vraiment là-dessus que les TCC s'appuient. C'est exactement ça, c'est un peu notre base. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Qu'est-ce qui se passe dans mes émotions? Et du coup, qu'est-ce que j'en fais de tout ça en termes de comportement? Donc, c'est nos trois axes principaux et on va montrer que tout ça marche ensemble. C'est bien parce que je l'interprète des situations, que j'ai des émotions. Ces émotions, elles ont un but, elles n'existent pas pour rien, les émotions, elles nous font tendre à un comportement. Si normalement j'ai peur, la peur, c'est censé m'aider à me sauver la vie et à éviter des situations dangereuses. Si j'ai peur à l'idée de traverser l'autoroute, c'est super, ça m'évitera de traverser l'autoroute parce que c'est très dangereux et que je risque de mourir. Donc, effectivement, la peur est une bonne chose. Mais dans certains troubles, je me mets à avoir des émotions à des endroits, à cause de mon histoire de vie peut-être, dans des endroits où elles devraient plus être. Par exemple, quand j'ai très peur que les gens me fassent du mal, bah, je vais avoir très peur des gens qui me fassent du mal parce que peut-être j'ai vécu de la maltraitance étant enfant, j'ai vécu du harcèlement et j'ai appris que le monde était dangereux. Et du coup, aujourd'hui, j'en ai très peur. Et du coup, ma peur, elle me dit évite tout le monde, évite les gens. Mais plus j'évite le monde et les gens, moins je me rends compte que peut-être il y a des endroits où je suis en sécurité, que peut-être tout le monde ne me veut pas du mal, et je limite ma vie avec peu d'accès à des espaces publics, etc., puisque la peur m'empêche d'y aller. Donc là, on peut travailler sur la peur pour oser franchir ce sentiment d'insécurité. On ne parle pas de la TCC, on parle des TCC. Mm. Il y a des gens, des fois, qui vont critiquer, dire la TCC, c'est comme ci, comme ça. En fait, il en existe des dizaines. C'est plutôt l'ensemble. Moi, j'aime même pas vraiment parler de TCC, c'est l'ensemble des thérapies qui sont aujourd'hui basées sur les recherches en psychologie moderne. La recherche en psychologie, c'est pas une question de TCC ou pas, c'est pas une question de référentiel ou de normes. C'est juste, il y a des chercheurs dans le monde en psychologie qui essaient de comprendre comment fonctionne la psyché humaine. Et basé de là, on essaye de dire, bah, vu que ça fonctionne comme ça, si on fait telle chose, peut-être ça va aider les gens. Et après, on teste ça. Ce qui fait qu'on a des thérapies, des TCC, par exemple, comme je disais, pour l'entente de voix, pour les gens qui entendent des voix. Mais on a des thérapies pour les troubles anxieux, pour le TOC, pour la dépression. Et même au sein de chacun finalement, si on classait par maladie, par trouble, euh, on pourrait dire, même là, il y a plusieurs types de TCC différentes qu'on peut faire. Donc en fait, je les ai pas comptés, hein, mais je pense il y en a des dizaines et des dizaines de thérapies différentes, dont certaines dont je suis même pas au courant. C'est pas parce que je suis thérapeute et formateur en TCC, par exemple, moi sur les troubles des conduites alimentaires, j'y connais rien. Je sais pas faire. Pourtant, il existe plusieurs TCC qui existent sur ce sujet. Bah, je serais bien incapable de les faire aujourd'hui. Donc c'est aussi, et c'est important peut-être pour les gens qui nous écoutent, de dire, bah, il faut aussi trouver le professionnel qui fait des TCC et qui fait des TCC adaptés à ma demande, à qu'est-ce qui moi me pose problème aujourd'hui et que j'aimerais changer. Parce qu'un thérapeute TCC ne sait pas forcément tout faire. Et honnêtement, quelqu'un qui écrit sur son site internet qu'il sait tout faire, c'est pas ultra bon signe. En réalité, on sait pas tout faire. Je connais bien les troubles psychotiques, je connais bien le TOC, je connais bien les troubles anxieux. Je sais faire un peu bah, la dépression, c'est quelque chose d'assez commun et de souvent corrélé à ces troubles-là, donc je peux m'en sortir. Mais sur certains trucs, les enfants, les TCA, donc les troubles des conduites alimentaires, le trouble du spectre autistique, etc., j'y connais rien et je le reconnais volontiers, donc je vais laisser des collègues plus compétents le gérer. Donc, les TCC, c'est une thérapie sur mesure. Vraiment, on s'adapte, enfin, vous vous adaptez à la personne que vous avez en face de vous et à ses demandes. Donc, on vient vous trouver pour une difficulté qu'on souhaite surmonter et on collabore ensemble pour y arriver. C'est bien ça? C'est ça, ça a vraiment ce but collaboratif, c'est pas un sachant et celui qui doit découvrir peut-être ce qui change avec des thérapies plus classiques ou peut-être qu'on se représente plus dans les films, c'est qu'il y a vraiment une notion déjà d'échange. Donc le thérapeute communique assez largement avec la personne et une notion de on regarde ensemble le problème et on explore ensemble, on dit aux gens, bah, on est deux, comme si on était deux scientifiques, on pose votre problème entre nous deux et on le décortique et on le regarde. C'est vous l'expert du problème. Moi, ce que je vais apporter, c'est j'ai une expertise plus globale sur le fonctionnement humain et sur ce type de problème, et je vais vous proposer
ma lecture pour essayer de vous comprendre vous, mais c'est vous, dans tous les cas, qui aurez le dernier mot et qui me dites ce qui se passe en vous. Moi, je fais qu'essayer de vous proposer des hypothèses sur ce qui se passe. Et une fois qu'on a compris ce qui se passe, bah, on essaie de chercher concrètement comment on va résoudre le problème. Comment, en fait, c'est pas forcément résoudre le problème, mais comment on va changer son rapport à l'émotion, changer le rapport à mon comportement, changer le rapport à mes pensées. Et on va regarder ça ensemble. Ça, vraiment, cette dimension-là. Je suis pas là pour donner des leçons ou dire aux gens, vous devez chercher en vous une solution. Non, on construit des solutions ensemble. Donc ça se veut très participatif, très actif. Et de même, en TCC, c'est peut-être des fois aussi ça ce qui peut faire un peu plus peur aux gens, bah, c'est qu'on va peut-être travailler ensemble à créer des exercices qui vont être réalisés entre les séances. Moi, je considère vraiment que la vraie vie, elle n'est pas dans mon bureau de psy, quoi. C'est juste un bureau de psy, c'est un espace alors qui peut faire du bien, où on peut aborder des choses qu'on n'a jamais abordées avec personne. Certes, c'est très utile, mais il y a un moment, si je veux changer ma vie, c'est des choses que je vais faire concrètement au quotidien et pas dans mon bureau. Alors, on commence des fois par tester dans mon bureau, mais après, on va aller au dehors et s'entraîner. Et du coup, c'est vrai que c'est prenant pour les gens parce que on n'a pas cette promesse de venez me voir et je vais vous guérir. C'est venez me voir, on va regarder le problème ensemble et je vais vous aider à ce que vous trouviez vos propres solutions pour le résoudre dans le quotidien. Et c'est vrai que bah en général, bon, les gens adhèrent bien. Et il y a quelques personnes, des fois, ils sont un peu surpris parce qu'ils ont des représentations un peu issues des films ou des séries, où c'est, bah, je vais venir, je vais parler et tout d'un coup, je vais aller mieux. Et non, ça marche dans les films, mais finalement, c'est un peu naïf, cette vision-là du psy qui est présentée, en tout cas, dans l'image populaire. Genre, le psy est magique, quoi. On vient nous voir et hop, tout d'un coup, on va mieux. Et non, ça va pas marcher comme ça. Aujourd'hui, on s'intéresse aux personnes qui vivent avec un trouble psychotique et donc au TCC utilisé dans le cadre du rétablissement personnel en psychiatrie. Personnellement, je suis très intéressée par les TCC appliqués aux idées de persécution. À partir de quand on peut y recourir? Parce que une partie des personnes qui souffrent de ces idées de persécution ou qui vivent avec ne sont pas toujours conscientes d'être malades. On parle même de 60% des personnes qui ont un défaut d'insight. Comme on sait que c'est une collaboration entre la personne et vous, comment est-ce qu'on peut arriver à faire bénéficier aussi à ces personnes des thérapies cognitives et comportementales? Mm. Et c'est une excellente question. Parce que c'est là où ça paraît effectivement un peu contre-intuitif. Et pour remettre un peu l'historique, donc il y a des chercheurs, dont un et son équipe, parce que souvent ensuite lui, donc Daniel Freeman, qui est en Angleterre, mais qui a toute une équipe, hein, il est pas tout seul, c'est important de le rappeler. Et ils ont essayé de comprendre ce que c'était que des idées de persécution, et ils se sont rendus compte je vais pas faire tout l'historique, mais une des grosses composantes des idées de persécution, en fait, quand on se dit, bah, je vais sortir dans la rue et des gens vont m'agresser et vont me faire du mal. On va se dire, ça, on va appeler ça une idée de persécution parce que c'est une inquiétude excessive qui est pas basée sur des faits concrets. Alors, ce que les chercheurs, ils ont mis en évidence, c'est que quand je me dis ça, finalement, bah, c'est lié peut-être effectivement que déjà j'ai eu une vie où j'ai appris que le monde était plus ou moins dangereux. J'ai peut-être eu des traumas, de l'insécurité, peut-être j'ai de la solitude qui m'empêche aussi d'avoir des retours d'autrui sur ma perception des choses. Plus je suis en solitude, plus je suis seul avec ma tête pour percevoir les événements. Et que des fois, il y a des maladies, enfin des pathologies, le mot maladie, bof, mais en tout cas, il y a des pathologies psychiatriques comme la schizophrénie ou le trouble borderline qui vont faire que ça biaise un peu encore plus. On a tous une vision biaisée du monde, mais ces troubles-là peuvent nous biaiser un petit peu plus, notre perception de ce qui se passe autour de nous. Mais au final, quand on se dit, bah, je vais sortir dehors, on va me faire du mal. Ben, en fait, c'est pas très éloigné d'un truc qu'on fait tous, qui est par exemple, je vais partir en vacances, là voilà, on est au mois de juillet, je pars en vacances, je dois faire 8 heures de route, je m'inquiète, j'ai peur que je crève sur la route ou d'avoir un accident, il y aura du monde, samedi ça va être chargé, il y a des camions, j'aime pas ça, j'ai peur d'avoir un accident. Bah ça, on est d'accord, c'est une pensée assez commune. Et on va pas dire que c'est une idée de persécution, et c'en est pas une, hein. Mais par contre, c'est bien je m'inquiète sur un probable événement qui pourrait se passer et me nuire. Et en fait, l'idée de persécution, c'est le même fonctionnement cognitif, c'est une inquiétude un peu excessive. Alors, je vulgarise un peu, c'est pas tout à fait ça, mais dans l'idée, pour bien comprendre, c'est la même chose. C'est, je me dis qu'il pourrait se passer quelque chose, je me fais un scénario catastrophe. Et à partir de ça, on va se dire, bah, en fait, j'ai pas besoin que les gens ils me disent qu'ils ont une schizophrénie et des idées de persécution pour travailler avec eux. J'ai juste besoin de comprendre qu'ils se sentent fortement en insécurité et qui du coup ils s'inquiètent de tout ce qui pourrait se passer de mal à leur rencontre.
Et en fait, c'est là-dessus qu'on va travailler. On va se mettre d'accord pour travailler ensemble sur ce sentiment d'insécurité et sur cette inquiétude qui les ronge au quotidien, parce que ça prend beaucoup de place, les idées de persécution, on y pense tout le temps. Et donc en fait, on va se centrer sur la détresse ressentie et pas sur est-ce que vraiment il y a des gens qui m'attendent à la sortie de chez moi pour me faire du mal ou pas. Ça va pas être le but de la thérapie. Le but de la thérapie, ça va être vous êtes en détresse et en insécurité, on va essayer d'apprendre à se sentir suffisamment en sécurité et plus à l'aise pour oser tester de nouvelles choses et peut-être voir si c'est si dangereux que ça. Et dans ces cas-là, en fait, l'adhésion, la collaboration va beaucoup mieux se passer plutôt que d'essayer de convaincre la personne, bah non, mais ça, c'est vos idées de persécution, faut pas les écouter, ce qui ne marche pas. Et pourtant, en psychiatrie, je l'ai vu faire, hein. J'ai vu des gens tenter de dire à d'autres, ah, mais ça, c'est vos idées de persécution, faut pas les écouter. Ça marche pas de dire ça à quelqu'un, évidemment. Donc voilà, donc on va se centrer beaucoup, entre autres sur l'inquiétude, entre autres sur reprendre une vie qui ait plus de sens, oser se challenger malgré l'insécurité, mieux dormir aussi parce qu'on sait que moins je dors, plus je me sens en insécurité, plus je me sens en insécurité, moins j'arrive à dormir. Donc on va se centrer un peu sur finalement des processus qui sont en amont des idées de persécution et pas sur l'idée de persécution en soi. Personnellement, hein, ce qui nous attaque le plus, c'est plutôt le trouble délirant. C'est des associations d'idées qui fonctionnent pas entre elles, mais qui restent figées. Là, est-ce que les TCC peuvent aider aussi? Alors, il y Oui. a des outils. En fait, c'est toujours la question il y a des travaux qui ont montré que avoir des idées délirantes, par moment, si c'est pas des choses qui nous créent comme le problème de la persécution, c'est que ça crée une forte détresse et du coup des réactions en échange. Je me cache. J'ai vu des jeunes qui restaient éveillés toute la nuit avec la porte fermée et à surveiller que quelqu'un ne vienne pas leur faire du mal. Effectivement, c'est très impactant. Et autant j'ai vu des gens avec des idées délirantes qui créent pas beaucoup d'émotions désagréables, pas de détresse, plutôt des perceptions un peu étranges ou des visions du monde particulières, mais qui, on sait, on a vu dans les études, ça n'empêche pas tant que ça le rétablissement personnel. Pourquoi pas? J'ai des croyances bizarres, mais en fait, il y a plein de gens qui ont des croyances bizarres finalement. Si ça m'empêche pas d'aller bosser et de faire un boulot qui me plaît, d'avoir des amis ou autre, est-ce que on doit vraiment embêter la personne avec ça? C'est une des questions que je me pose. Donc en fait, je vais recevoir que les gens qui me disent, enfin, ils vont pas forcément dire que c'est des idées délirantes, mais en tout cas de leur façon de percevoir le monde, ça leur nuit. La majorité des cas, c'est plutôt de la persécution. Il peut y avoir d'autres idées un peu bizarres qui peuvent créer de la détresse. On va pouvoir effectivement essayer de prendre du recul sur ses pensées. Donc, il y a des choses qui existent. On appelle ça l'entraînement métacognitif, où on apprend à prendre un peu du recul et se baser plus sur les faits et un peu moins sur ce que me dit ma tête, etc., qui peuvent montrer de l'efficacité. Mais finalement, c'est moins fréquent. Et après, on a ce qui peut gêner, c'est les idées de grandeur qu'on peut avoir dans la schizophrénie, qu'on peut avoir aussi dans les troubles bipolaires en phase up, où les gens on se sent tellement bien qu'on se dit on va tout réussir, et là on a des idées qui deviennent un peu farfelues, comme quoi tout va fonctionner. Dans ces cas-là, il n'y a pas beaucoup de choses aujourd'hui qu'on peut faire là-dessus parce que, en tout cas dans le cadre de la schizophrénie plutôt, les idées de grandeur, elles vont être associées à des gens qui, pour le coup, ont une vie terrible en fait. Il n'y a plus de famille, il n'y a plus d'amis, ils sont hospitalisés, il n'y a pas forcément de logement. Est-ce que j'ai envie d'aller faire prendre conscience à la personne que là, c'est des idées de grandeur pour lui dire, regarde là ta vie pour l'instant, c'est pas terrible. Ce qu'on a vu, c'est plutôt en accompagnement, en cherchant pas trop à s'en prendre aux idées de grandeur, mais en aidant les personnes dans leur établissement personnel à justement retrouver un logement, retrouver des activités, retrouver des choses qui lui font du bien. Et ben là, il y a une diminution des idées de grandeur, en fait, juste parce qu'il y a des vraies choses auxquelles se raccrocher qui font du bien. Et du coup, les idées de grandeur, elles diminuent un peu ou beaucoup. Là, c'est très dépendant des personnes. Et après, bien sûr, que l'aide médicamenteuse peut apporter, c'est quelque chose qui est important, c'est de se dire que les psychiatres trouvent la dose minimale efficace qui permet à la personne d'être moins impactée par ses symptômes et en complément une TCC des troubles psychotiques pour justement éviter d'augmenter les doses en fait, plutôt que de vous augmenter les doses pour ne plus entendre de voix ou ne plus du tout avoir d'idées délirantes. Comment les TCC vont m'aider à mieux vivre avec ce sentiment de persécution, cette détresse, et à mieux vivre avec ces voix, et comme ça sans augmenter la dose de médicaments et donc ne pas avoir d'effets secondaires en plus. C'est vraiment une espèce d'équilibre à trouver, et je pense que c'est ça qui est extrêmement important, et d'où c'est l'intérêt des TCC, c'est de permettre, en tout cas nous on a cette chance, vu qu'on a une équipe entière à travailler comme ça, de pouvoir travailler en lien avec les psychiatres et dire on s'occupe des voix, pas la peine d'augmenter la dose de traitement en fait. Si la personne est d'accord, bien sûr, c'est toujours elle qui décide, mais si des gens veulent plus de traitement, ils ont le droit de le demander. Mais s'ils sont d'accord, en général, les gens sont d'accord pour pas augmenter les doses de traitement. Hein, il y a pas de, il y a rarement l'opposé. Donc du coup, apprendre à gérer les voix au quotidien ou la détresse et la méfiance au quotidien pour pas avoir une dose de traitement qui va faire grossir, sédater, etc.
Et c'est un équilibre qui est extrêmement important et je pense qu'on devrait diffuser ça en psychiatrie parce que ça facilite justement le rétablissement des gens, se sentir mieux, de pas avoir des trop gros traitements, de mieux gérer leurs symptômes. Bah forcément, c'est plus facile pour avoir une vie qui est sympa quoi derrière. À 1000% d'accord. Je découvre le monde de la psychiatrie. Il y a de ça quelques temps, je ne connaissais absolument rien. Et effectivement, moi, j'arrive peut-être à une bonne période où la dose efficace minimale, bah, c'est quelque chose que j'ai en tête. Et oui, oui, ça me sent tellement dans la bonne voie que effectivement, là, je suis en train de me rendre compte que c'est pas partout pareil, que ce que vous proposez là, ça reste exceptionnel, ça reste chez vous. Donc, je suis vraiment très contente de vous entendre parler du médicament, effectivement, qui peut être une partie de la solution, mais qui ne se suffit pas à elle-même. J'ai récemment eu un entretien avec la professeure Hélène Verdoux, qui nous parlait des psychotropes et qui rappelait que déjà, c'est pas une solution pour tous les troubles, et puis pour ceux pour lesquels c'est nécessaire, ce n'est jamais suffisant. Donc merci de nous rappeler tout ça et merci de mettre en avant le fait qu'il y a déjà des équipes qui travaillent, psychothérapeutes, psychiatres, tout ça pour limiter l'usage du médicament au strict nécessaire. Ça me semble être la voie de l'avenir. Tout à fait, c'est vrai que c'est pas encore la norme, mais pourtant, tu vois, nous on a une équipe dit de réhab, donc de réhabilitation psychosociale, mais en fait, pour moi, nous ce qu'on se dit, c'est on fait pas de la réhab en fait, on fait de la psychiatrie orientée rétablissement personnel. Et pour nous, faire de la psychiatrie, c'est tenir compte de l'ensemble. Donc il y a l'aspect pharmacologique qui aide beaucoup de gens. Attention, des fois il y a des endroits où on dit ah, les pharmacos, il y a les labos, c'est le mal, etc. Et avant certains médicaments, quand même, les gens ils vivaient des choses horribles. Et donc il y a plein de gens quand même qui sont aidés par les médicaments. Mais les médicaments sont insuffisants en soi, ont une efficacité, et toutes les études le montrent. Et c'est pas un gros mot de dire, une efficacité qui est limitée. C'est pas hop, je prends le médicament. C'est vrai que dans les troubles somatiques, on peut avoir l'habitude, j'ai un trouble bactérien, je prends des antibiotiques, je ne l'ai plus, voilà, je suis guéri. Effectivement, dans les troubles psy, ça marche pas comme ça. On a des médicaments qui vont aider, améliorer, mais qui ne vont pas soigner en soi, guérir le trouble. Donc, la prise en charge, elle doit être globale, avec une proposition de vie sociale. Qu'est-ce que dans ma vie ne va pas parce qu'on sait que plus que les gens ont des facteurs de protection, donc par exemple des amis, un emploi, une famille soutenante, des conditions de vie décentes, des revenus corrects, et ben ça, c'est des facteurs de protection évidemment. Et après, l'aspect psychologique, bah, comment je gère mes émotions, mais enfin je gère, j'aime pas ce mot gestion, mais comment je vis avec mes émotions, comment je vis avec mes pensées, comment je me laisse des fois emporter dans mes comportements par mes émotions et mes pensées, alors que peut-être j'aurais préféré souffler un coup et me pas laisser prendre par ces émotions. Donc tout ça, c'est un package global. Pour comprendre, pour faire de la psychiatrie, il faut lire tout ça en fait, et c'est pas juste soit un traitement, juste un psychothérapeute. Non, c'est un ensemble pour construire une vie qui soit plus sensé, plus agréable, tout simplement. Ouais, adapté à la personne, apprendre à vivre avec les symptômes de quelque chose qui est là et avec lequel il faut composer, mais avec lequel on peut très très bien vivre. J'aurais envie de revenir sur ces idées délirantes avec mon cas personnel. Donc, dans notre cas, effectivement, moi je suis tout à fait d'accord, les idées délirantes, tout le monde a des idées un peu farfelues et on peut très bien vivre avec. Sauf que dans notre cas personnel, ça fait en sorte qu'il s'est complètement isolé parce que du coup, les idées viennent consolider l'idée globale que tout le monde est contre lui. Aujourd'hui, il se retrouve complètement seul. Et donc là, comment est-ce que les thérapies cognitives et comportementales peuvent faire quelque chose pour lui? Bien sûr, Et comment alors? c'est vraiment le principe même, en fait, de ces essais idées de persécution, c'est pour ce genre de difficultés où j'ai l'impression petit à petit que les gens se sont mis contre moi, où on va pouvoir effectivement aborder bah, la détresse que ça a créé, la perception et comment moi je peux changer vis-à-vis de ça sans pour autant au début convaincre la personne que c'est pas vrai. Ça ne marche pas. C'est plutôt justement partir de ce que vit la personne et comment petit à petit de ce qu'elle vit, on peut pointer que bah ok, des fois, ça va être, quand bien même tout le monde est contre vous, de ruminer ça toute la journée, est-ce que ça aide? Parce que je revis ce scénario tout le temps. C'est un raccourci, hein, parce que c'est un peu plus complexe que ça, mais l'idée, elle est là. J'ai une toute petite consultation libérale et il y a des gens qui me contactent pour les idées de persécution, mais ça va être des gens, contrairement à ce qu'on imagine, c'est pas des gens, entre eux, certains imaginent des gens complètement fous, qui sont complètement parano, enfermés chez eux. Là, je vois des gens qui ont des postes à responsabilité ou voilà, qui ont une vie sur le papier en tout cas, tout à fait classique, et qui commence à se dire, et on va voir ce lien,
bah, je me dis que les autres autour de moi me veulent du mal. Donc, je commence à me méfier. Je commence à avoir des attitudes étranges. Et là, ce qui se passe, c'est que quand je commence à avoir des attitudes de méfiance ou étranges, effectivement, réellement, le comportement des autres autour de nous change. Et c'est ça qui va venir lancer le cercle vicieux. Je pensais à un jeune qui me disait, bah, dans le tram, tout le monde me regarde. Et on avait pu travailler avec ce jeune qui, à un moment, me fait la réflexion. Il me fait, mais en fait, je rentre. Je suis tellement méfiant que je suis en train de les regarder un peu bizarrement. Et il me dit, c'est peut-être pour ça qu'ils me regardent du coup. Parce que moi, si on me regardait comme ça, bah, je regarderais aussi. Et je dis, ouais, on remonte un peu le cycle. Effectivement, est-ce que c'est les autres qui te regardent parce qu'ils veulent te veulent du mal? Ou est-ce que si on décompose les choses à la base, c'est toi qui as très peur des autres? Parce que ton histoire de vie fait qu'aujourd'hui tu as peur et tu as le droit d'avoir peur, mais que du coup ça te fait adopter des attitudes de méfiance qui peut-être sont interprétées par les autres de façon particulière et que ça génère chez les autres des comportements particuliers. Et en ce sens, c'est ce travail-là qu'on va faire petit à petit. Il y a pas de... Ce qui est intéressant dans l'approche des TCC, des idées de persécution, c'est qu'on commence pas toujours de la même façon. Il y a des gens, on va commencer vraiment centré sur la détresse et l'inquiétude. Il y a des gens, on va direct commencer à se challenger parce ils se sentent d'oser affronter cette méfiance. Il y a des gens, on va commencer par déjà relever un peu les biais cognitifs, cette façon de percevoir le monde. Est-ce que je suis 100% sûr de ce que je me dis tout le temps? Ou est-ce que j'ai raison de me répéter en boucle toute la journée que les gens sont contre moi? Est-ce que ça me fait du bien? En fait, on a plein d'axes d'attaque, de début de thérapie qu'on va dérouler après pour essayer petit à petit d'apaiser la personne. Est-ce qu'on fera que les gens seront plus du tout méfiants? Des fois oui, des fois non. J'ai vu des gens, ils avaient compris le truc en 8 séances, ils avaient du recul dessus, et j'ai vu des gens avec lesquels on a travaillé pendant 3 ans pour arriver à une méfiance acceptable, c'est-à-dire qui empêche moins de vivre, etc. Donc, je peux pas promettre guérir les gens par magie, mais par contre, est-ce que ça peut s'améliorer? Oui, on a plein de pistes, mais il faut toujours partir de ce que vit la personne et pas de ce que nous, on aimerait la convaincre de ce qu'elle devrait vivre. Bien sûr que ce serait simple de lui dire, mais en réalité, non, les gens sont pas contre vous, vous inquiétez pas, vous êtes en sécurité, tout va bien. C'est pas de votre faute si vous voyez les choses comme ça, c'est votre histoire de vie qui a contribué. Ce serait chouette de pouvoir faire ça, mais effectivement, ça marchera pas comme ça. Donc, sur ces idées délirantes qui créent de la détresse, on peut toujours avoir une proposition de travail pour aider. Ouais, j'en suis convaincue. Là, je vais dans plein de choses dont je sais mon mari est capable de se saisir. Une question qui m'intrigue, combien de temps une thérapie prend? Donc, vous avez parlé de 8 séances, jusque 3 ans. C'est quoi la durée moyenne? À quoi est-ce qu'on doit s'attendre? Les TCC, on dit tout souvent, c'est des thérapies brèves, et c'est vrai que à l'époque où j'étais étudiant, je me suis formé au TCC dans les livres, on a des belles études de cas où en 12 séances, la thérapie, c'est super propre, la personne a bien fait ses exercices, tout s'est bien déroulé, et en 12 séances, la personne n'a plus de troubles. Alors ça, pour des troubles anxieux en général, hein, comme exemple, c'est pas la réalité. Faut pas survendre. Si on regarde les données d'efficacité des psychothérapies, ça a des efficacités qu'on dit légères à modérées. Donc on révolutionne pas la vie des gens, mais on peut avoir suffisamment d'impact pour que eux ils puissent révolutionner leur vie derrière. C'est quand même ça qui est important. Mais clairement sur ce type de trouble, j'ai beaucoup de mal à dire parce on peut pas, j'ai même pas vraiment de, en tout cas cliniquement, il y a des gens où je me dis, voilà, c'est le trouble est très sévère, ça va être compliqué. Et en fait, en très peu de temps, la personne se saisit d'un outil ou deux, se dire, mais en fait, j'ai compris un truc là dans ce que... Et franchement, ça va. Je pense vraiment un jeune comme ça qui avait un parcours, qui a fait une dizaine de rechutes en 10 ans, donc qui a passé enfin, la moitié de sa vie d'adulte à l'hôpital, quoi. Enfin, des trucs. Donc quelqu'un qui a été considéré comme assez gravissime. Et tout le temps à cause d'un symptôme psychotique, justement. On a travaillé un peu dessus. Au bout de 6 séances, il avait compris. Et là, il a pas rechuté depuis 3 ans, quoi. Et on a fait une petite piqûre de rappel récemment. Et il m'a dit non, c'est bon, j'ai toujours bien le truc, je l'ai en tête maintenant. Et ça va. Je dis pas qu'il rechutera pas, je n'en sais rien. Ouais, la schizophrénie, c'est une très méchante maladie, quoi. Enfin, je sais pas comment le dire, c'est vraiment quelque chose qui est pas souhaitable. Enfin, il y a aucune maladie qui est souhaitable, mais c'est vraiment un trouble sévère. Donc, on peut jamais être à l'abri d'une rechute, mais on peut s'en protéger quand même. Et là, voilà. Et autant j'ai vu des gens où je m'étais dit, bah voilà, la personne, elle a du soutien, elle a un bon niveau cognitif, des trucs qu'on se dit de psy, hein, de dire, elle a plein de facteurs de protection qui vont l'aider, et où on a ramé. Est-ce que c'est parce que la technique convenait pas à la personne? Est-ce que c'est parce que j'étais pas le bon thérapeute pour cette personne? Est-ce que c'était pas le moment? J'en sais rien. Pour la plupart des gens, ça se passe relativement bien. Il y a une évolution au fil de la thérapie. L'avantage aussi de cette thérapie, c'est que on propose plein de façons de voir les choses aux gens
Et s'ils s'en saisissent pas d'une technique autre, on n'insiste pas, c'est pas grave, on passe à la suivante. On propose des choses et la personne, il y en a ça lui sert, il y en a ça lui sert pas. On n'est pas là à essayer de bourriner les gens. Tiens, tu vas utiliser cette technique, tu verras, ça te fera du bien. Non, on dit juste, est-ce que vous voulez bien tester quand même? Pour être sûr que ça marche pas, on va tester quand même. Et voilà, c'est tout ce que je vous demande. Essayez. Donc du coup, ça donne effectivement, je peux pas dire de durée. Ça peut être autant très court que très long. Nous, on se met juste une règle, c'est que si au bout d'un moment on voit qu'on n'y arrive pas avec quelqu'un, qu'il y a vraiment rien qui se passe, ben on admet on va pas continuer à faire venir la personne et lui faire perdre du temps. On admet qu'on n'est pas la bonne personne ou qu'on n'a pas attaqué par le bon angle. Donc on va essayer de proposer autre chose dans ces cas-là. Il faut essayer, se donner tous les moyens d'essayer, mais il faut pas insister, il faut savoir lâcher aussi et proposer autre chose. C'est pas lâcher comme ça, c'est juste dire bon, on change notre fusil d'épaule et est-ce qu'on propose autre chose? C'est possible aussi. Donc voilà, je peux pas répondre à cette question de combien de temps, c'est dépendant des personnes. Je sais pas si des fois il y a des familles qui nous écoutent et qui se disent ah oui, je vais demander ça pour mon fils qu'il ait cette thérapie et espérer au bout de 6 séances tout va changer, il va aller mieux. Non. Non, non, je promets jamais ça. Oui, on peut avancer, oui, il peut y avoir du mieux, et ça prendra au moins quelques mois en général. Mais quelques mois pour une vraie évolution positive dans la vie des gens, qu'est-ce que c'est finalement? Vous avez répondu à une autre de mes questions, c'était est-ce que c'est une acquisition pour la vie? Donc là, pareil, ça peut l'être et ça peut ne pas l'être, mais vous êtes toujours disponible pour une piqûre de rappel, c'est ce que j'ai entendu. Ça dépend des gens. Ah voilà, de nouveau. À nouveau, il y a des gens, petit à petit, on espace les séances, mais ça c'est un classique, hein, quel que soit ce qu'on fait comme soin en psychothérapie, mais quand les gens vont mieux, on espace. Puis des fois, voilà, je dis, bah là, on se voit que dans 6 mois, comme ça on refait un petit point, voir comment ça se passe pour vous. C'est bien aussi un moment que les gens, ils soient seuls, parce que le but, c'est pas de rendre les gens dépendants pour cette gestion de la détresse du thérapeute, c'est bien de se tester seul et de voir est-ce que j'arrive à solliciter. Et si au bout de 6 mois, la personne revient, dire ah, là, j'ai pas réussi à gérer ça. Bon, on se dit, bah, comment on se refait peut-être quelques séances pour vous donner les outils pour que justement vous soyez pas dépendant de moi pour gérer. C'est ça l'idée. Après, il y a des gens qui me recontactent jamais, voilà, qui vont mieux et qui partent. Il y a des personnes, et ça, on peut aussi avoir ça, qui ont fait toute une TCC avec une belle progression, et il va y avoir une grosse rechute, des événements de vie, et on repart à zéro. Honnêtement, des fois, ça arrive. C'est un peu frustrant pour le thérapeute. On se dit, on avait bien travaillé. La personne, elle avait pas frustrant pour le thérapeute, encore plus pour la personne, évidemment. Ah, là, je parle de mon côté de thérapeute. Moi, je suis très embêté de voir des gens me se dire, ils avaient fait tellement d'efforts, ils avaient tellement donné pour améliorer leur vie, et là, la maladie qui est complètement injuste est venue leur saboter tout ça. Ah ouais, là, je suis frustré pour eux, en fait. Je me dis, bon, c'est dommage, mais c'est pas grave, on va reprendre, hein, et puis, mais des gens qui ont des acquis qui vont tenir toute la vie, je sais pas, en tout cas suffisamment, ils vont suffisamment changer eux, leur vie pour ne plus être confrontés aux mêmes difficultés. Et ça, c'est déjà tout gagné de mon point de vue à moi, en tout cas. Si j'ai bien compris, vous consacrez une part importante de votre temps aux hallucinations auditives, les entendeurs de voix. Est-ce que vous avez une expérience à nous partager qui pourrait inciter des personnes qui nous écoutent justement à essayer de surmonter ce type de difficulté avec les TCC? Oui. Alors, la difficulté, c'est toujours, moi j'en parle pour que les TCC, les troubles psychotiques se diffusent. Oui, mais trouver un thérapeute TCC qui maîtrise les TCC, les troubles psychotiques, il y en a encore pas beaucoup. C'est un fait. Mais il y en a de plus en plus. On essaie de faire de la formation, de diffuser autour de ça pour qu'il y ait de plus en plus de thérapeutes qui osent le faire. J'ai entendu des gens me dire, bah, j'ai été voir un thérapeute TCC, il m'a dit que pour les voix, ça servait à rien. Alors qu'en fait, on a une littérature assez foisonnante sur justement la prise en charge TCC des voix et dans les pays anglo-saxons, c'est recommandé en première intention. Ça veut dire, tu arrives, tu entends des voix, on doit te proposer une TCC des voix. Après, tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas, ça te regarde. Mais en tout cas, on devrait te le proposer, que tu y aies accès. Pourquoi travailler là-dessus? Le but, alors à nouveau, je ne peux pas promettre que les gens n'entendront plus de voix. C'est pas du tout le but de la thérapie. Le but de la thérapie, c'est de bien vivre avec ses voix. Il y a des études, être entendeur de voix, c'est pas forcément lié à un trouble psychiatrique. Il y a des gens qui sont entendeurs de voix sans aucun trouble. Juste, ils entendent des voix. C'est lié à des particularités au niveau du fonctionnement du cerveau. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails de ça parce qu'on ne connaît pas encore tout très bien non plus sur les voix d'ailleurs. Il y a des gens aussi qui ont vécu des traumas. On peut entendre des voix quand on a vécu une agression violente, des choses comme ça. Le but n'étant pas de les éteindre parce qu'on n'y arrive pas toujours. Alors des fois ça marche, hein. Des fois étonnamment les voix s'arrêtent. Est-ce qu'elles vont s'arrêter longtemps? Est-ce qu'elles vont parvenir dans 6 mois? J'en sais rien du tout. Et c'est pas ça qu'on vise. On vise à devenir un entendeur de voix sans détresse. C'est-à-dire, je suis entendeur de voix, mais elle ne crée plus chez moi de la détresse. Ce qui crée de la détresse, c'est ma perception de la voix comme ayant du pouvoir. Si la voix me dit des choses horribles et si je lui prête du pouvoir, bah forcément j'ai peur. Si elle me dit, si tu ne m'obéis pas, je vais tuer toute ta famille,
et que je pense qu'elle a le pouvoir de faire ce qu'elle dit, bah forcément, je vais la suivre. J'ai raison, je veux protéger ma famille, donc je vais écouter ce que me dit la voix. Et les entendeurs de voix qui n'ont pas de détresse, c'est des gens qui sont conscients d'entendre une voix. L'explication, on s'en fiche que des gens me disent c'est parce que je suis médium, c'est pas... En fait, tant que je ne prête pas à cette voix une capacité à me nuire, j'ai pas de détresse en fait. Puisque c'est juste un truc que j'entends. Point barre. Et elle n'a pas la capacité à me nuire ou à me faire du mal dans ma vie. Et ben dans ces cas-là, et ben on vit bien avec ces voix. Et en fait, le but de la thérapie, il est là, apprendre à changer. Donc c'est un chercheur anglais qui s'appelle Merke Ward qui travaille beaucoup sur la notion de relation que j'entretiens avec la voix. Comme une relation qu'on aurait avec quelqu'un. Vous imaginez si vous avez un colocataire qui est complètement toxique, qui arrête pas de vous insulter, etc. Bah ça vous rend pas très heureux. Et si vous osez pas lui tenir tête ou que vous lui obéissez, ça lui donne du pouvoir. Et du coup, vous vivez très très mal. Ben, on va dire qu'en fait, là, les voix, c'est des colocataires qui se comportent pas toujours très bien, et on va apprendre à prendre une distance avec ces colocataires, une distance acceptable parce qu'on vit avec, on est quand même obligé de faire avec, mais un truc de me laisser moins impacter, tout simplement. Donc pareil, ça nécessite pas que les gens aussi de les convaincre que ça vient d'une maladie, ou on cherche pas en fait à savoir est-ce que je dois vous convaincre que c'est un truc dans votre tête et que ça vient de vous. Non, ça c'est la définition dans les hallucinations auditives, on a ce postulat-là en psychiatrie. Mais pour faire la thérapie, on n'a pas besoin de se mettre d'accord là-dessus. On a juste besoin de vivre mieux avec les voix. Donc la thérapie, c'est vraiment une difficulté qu'on ressent au présent et on travaille au présent pour que à l'avenir, ce soit moins impactant dans la vie quotidienne. Ce qui s'est C'est passé ça. avant, etc. Enfin, ça, c'est d'autres thérapies qui peuvent, si besoin, aller étudier ce qui s'est passé avant. Ici, on est vraiment au présent pour préparer un meilleur avenir. C'est ça. Toujours au présent. Et puis, il y a le lien. Souvent, quand on a idée de persécution et voix associées, bah là, on peut faire les deux thérapies dont je parlais parce que souvent, les voix me disent des gens vont venir te faire du mal, ce qui nourrit les idées de persécution. Et du coup, dans ces cas-là, il faut aussi travailler sur les voix pour aider la personne à moins écouter ses voix, pour se sentir moins menacée. Parce que tant qu'il y a une voix qui me dit si tu sors, tu vas mourir, bah forcément, j'ai pas envie de sortir. Plutôt logique. Moi, je me mets à la place des gens qui entendent des voix. Si tout d'un coup, je rentrais chez moi et que j'entendais une voix qui me dit, tiens, je vais te tuer, je vais me mettre à faire le tour de mon appartement avec moi un couteau dans les mains, je vais pas me dire, tiens, j'ai peut-être des petites hallucinations acoustico-verbales, je vais pas les écouter. Enfin, personne fait ça. Donc en fait, c'est se mettre à la place de se dire, bah, comment je vis avec ces voix qui sont quand même fortement pénibles, souvent très désagréables et très menaçantes, comment j'apprends à les mettre à l'écart. Mais effectivement, plus les gens baissent en émotion, moins en fait ils sont impactés, moins ils ont d'émotions désagréables, de détresse, de menaces, moins les voix se font désagréables. Une très bonne vidéo d'Eleonore Longden. C'est un TED Talk là, de 15 minutes. Et Eleonore Longden, c'est une chercheuse en psychologie, mais qui est elle-même concernée par l'entente de voix. Et du coup, elle parle de son expérience avec la psychiatrie, de son expérience avec les voix. En fin de conférence, elle explique un peu comment maintenant elle aide des gens à changer leur relation avec ces voix et comment elles, ces voix ont changé maintenant qu'elle vit mieux avec. Et c'est extrêmement intéressant. C'est en anglais, mais c'est sous-titré en français sur YouTube. Et ça donne un peu une idée de du type de travail qu'on fait sur les voix avec les personnes. Je mettrai la référence dans le descriptif. Super. Alors, pour faire le lien avec le dernier épisode, qui était sur le sujet du cannabis avec Dr Mathilde Argot, elle a présenté justement les TCC comme un moyen mis en avant par les études, comme une vraie solution aux addictions. Est-ce que vous avez de l'expérience dans ce domaine ou quelque chose à dire De fait, le cannabis, pour beaucoup de jeunes, c'est vu comme une drogue un peu cool, pas très forte. Et pour les gens qui ont des vulnérabilités psychiques, par contre, c'est un enfer, quoi. Parce qu'on va avoir des gens qui vont consommer, parce que sur le coup, justement, ça permet de se sentir, peut-être de baisser le niveau de méfiance, de détresse, ou de faire taire les voix pour certaines personnes. Mais ça les augmente après, à long terme. Donc en fait, c'est vraiment un cercle vicieux. Je fume pour faire taire ça, et à la fois ça augmente les symptômes, donc je fume de plus en plus, et je suis de plus en plus pas bien. Puis quand on fume beaucoup, ben, on perd en énergie, on fait moins de choses, et vu qu'on fait moins de choses, j'arrive moins à avoir une vision plus réaliste du monde autour de moi, etc. Je suis un peu dans cette brume permanente du cannabis. Et le but, j'ai pas de, voilà, de jugement en soi sur le cannabis. C'est juste qu'effectivement, bah, pour des jeunes qui ont des troubles psychiques, c'est vraiment pas top. Et oui, les TCC peuvent aider à décrocher du cannabis. Encore faut-il que la personne ait envie d'arrêter. Moi, des fois, il y a des gens avec qui je travaille plutôt sur une consommation qui leur soit moins nocive, qui est acceptable pour eux et moins nocive. Je connais des gens qui entendent des voix, et qui vont quand même choisir de fumer 1 ou 2 joints par jour à des moments précis. Ça suffit pas à les impacter pour que ce soit trop nocif, mais ils souhaitent pas en fumer moins. Ok,
bah, on va essayer de trouver, à partir de ce que les gens veulent, une solution qui leur convient. Et donc, oui, les TCC en addiction peuvent avoir une utilité, tout comme bah, la technique de l'entretien motivationnel, qui est quand même une des références sur les soins en addictologie. Maintenant, à nouveau, faut que la personne, toujours on travaille sur la demande, faut qu'il y ait au moins un début de demande. Bien sûr, des fois, les gens, ils veulent un peu arrêter, et à la fois pas trop. Mais ça, c'est déjà une demande, en fait. Donc, c'est OK, on peut travailler. Mais quelqu'un qui nous dit, mon psychiatre m'a dit d'arrêter le cannabis, moi, j'ai pas envie, là, moi, je peux pas travailler. C'est, oui, oui, moi aussi, je vous dirais que le cannabis, bah, ça a pas l'air de vous réussir, mais si vous souhaitez pas arrêter, je vais pas vous retenir. Enfin, c'est à vous de faire vos expériences. Les TCC et les psychothérapies globalement de l'addiction, ça reste des psychothérapies difficiles. Les produits sont puissants. Donc, du coup, s'en séparer, plein de gens qui ont très envie, et je doute pas de leur volonté de vouloir arrêter, mais ils ont un ennemi qui est fort. Faut pas le nier. Et du coup, ça prend du temps. Et pareil, je le dis parce que des fois, il y a des parents qui disent à un jeune, voilà, qui entend des voix, leur fils ou leur fille, qui fument des joints, ah, mais il faut que t'arrêtes. C'est pas, il faut que t'arrêtes, quoi. C'est pas si simple, en fait. Parce que le produit, il est fort et il crée du bien-être à court terme. Donc, quand on a une vie qui est difficile à cause de la pathologie, bah, je comprends qu'on ait envie de consommer. Donc, pas si simple. Il suffit pas d'aller voir un thérapeute TCC et en 10 séances, ce sera réglé. C'est pas vrai. Voilà, je tiens aussi à casser cette image parce qu'à un moment, peut-être, les TCC, pour se faire connaître, ont un peu vendu, on est efficace, c'est rapide. Attention, ça peut aider et ça peut être rapide et ça peut aider et ça peut être lent et ça peut ne pas fonctionner. Voilà. Moi, je les pratique et je trouve que ça a aidé beaucoup de gens et je suis très content de pratiquer ces thérapies, mais je suis conscient de leurs limites et qu'il faut pas nier et surtout pas promettre aux gens la lune alors qu'on n'est pas sûr qu'on ira sur la lune. Ouais, c'est très important parce que ça ne donne pas une bonne réputation au final, le fait de voir quelque chose comme trop bien. Enfin, ça peut vraiment aider les personnes comme ça peut ne pas marcher avec d'autres. Voilà, il y a plein de possibilités. Il faut essayer en tout cas. Essayer, c'est déjà un bon pas en avant. Dans le cadre des troubles psychotiques, y a-t-il d'autres difficultés récurrentes sur lesquelles vous travaillez? Ouais, les difficultés récurrentes, là, je les pense moins en termes de symptômes. Moi, une des difficultés enfin, ce qui nous pose le plus de problèmes, c'est souvent la sédation liée au traitement, en fait. La schizophrénie, on parle des symptômes négatifs, donc ce qui s'enlève au fonctionnement de la personne, donc la perte de volonté, la perte de plaisir. Et souvent, on va attribuer ça à la maladie. Alors oui, la maladie peut générer ça, mais quand je vois des jeunes qui ont pris 15 kilos en 6 mois à cause du traitement, quand on a pris 15 kilos, effectivement, c'est plus coûteux. Quand là, on est à Montpellier et qu'il fait 40 degrés dehors et qu'on a pris 15 kilos d'un coup, que du coup, notre corps, il est lourd, il est dur à porter, qu'en plus, le traitement nous donne l'impression d'être tout le temps un peu fatigué, de se sentir lourd et qu'en plus, on se sent réellement lourd dans son corps parce qu'on a pris du poids, bah forcément, faire des trucs, ça devient difficile. Et là, c'est pas tant la maladie que les conséquences du traitement de cette maladie. Donc, c'est quand même lié à la maladie indirectement, mais c'est important d'y penser de façon indirecte, donc de penser toujours à cette dose minimale efficace pour éviter des traitements qui finalement auraient plus d'effets secondaires négatifs parce que les traitements, ils suppriment normalement les idées délirantes, la désorganisation et potentiellement les hallucinations, donc les voix ou les hallucinations diverses qu'on peut avoir. Normalement. Mais vu que ça, c'est pas les symptômes qui sont les plus durs à gérer puisqu'on peut apprendre aux gens à vivre avec, est-ce qu'en échange, avoir cette sédation, cette prise de poids, cette perte de libido aussi, moi je vois beaucoup de jeunes hommes ou de jeunes femmes qui perdent en libido et du coup disent bah moi j'aimerais bien rencontrer quelqu'un dans ma vie, mais à la fois j'ai peur parce que j'ai plus d'érection, ou j'ai plus d'éjaculation, ou en fait j'ai plus de désir, alors que pourtant intellectuellement je désire la personne, mais dans mon corps ça n'est pas là. Et du coup bah, ils se disent bah je vais arrêter le traitement parce qu'en fait ça me crée trop de freins. Et un arrêt brutal du traitement, pour le coup, c'est quand même des molécules très fortes, ça marche pas très bien sur un cerveau humain évidemment. C'est là où moi voilà on a un frein et qu'on essaye de travailler vraiment en se disant bah est-ce que ça vaut pas le coup, des fois, d'augmenter les facteurs de protection, donc d'avoir une vie plus satisfaisante pour pouvoir se permettre de baisser doucement le traitement en bonne collaboration, en bonne intelligence avec son psychiatre? Je pense que ça, c'est un point qui est important pour l'accompagnement et une des choses qui vient nous bloquer. Puis les autres choses qui viennent nous bloquer après, bah, c'est la stigmatisation liée à la société. C'est parce qu'on sait que les gens qui ont des troubles psychiques vont avoir moins d'accès au logement, moins d'accès aux relations amicales, être moins bien acceptés dans un certain nombre de milieux. Heureusement, il y a des endroits assez safe et bienveillants, mais ça reste encore compliqué. Donc, ce que nous, on va essayer de faire, c'est quand même d'aider les gens à favoriser ce contact, les aider à se sentir plus à l'aise dans les relations sociales, etc., puisqu'on sait que c'est pas tant la société qui va bouger,
Donc on va essayer d'aider les gens à trouver des pistes par eux-mêmes de comment entrer plus facilement en relation avec les autres, comment essayer de faire en sorte que de pas s'auto-stigmatiser, parce que c'est vrai que je vois beaucoup de jeunes, ils s'inscrivent sur Tinder et ils disent dans le doute, je préfère écrire je suis schizophrène dans mon profil, comme ça les gens ils savent à quoi s'attendre. Et là on parle de plein de jeunes, je vous assure que si vous les rencontrez, vous ne sauriez pas qu'ils ont un trouble psy. Et c'est dommage parce que du coup ils n'ont pas de match après sur Tinder. Pas forcément. C'est tellement stigmatisé ces troubles-là que et du coup là on va travailler avec eux, dire bah peut-être la révélation de soi c'est quand même un truc un peu personnel. T'es pas obligé pour une rencontre de le dire. Et on se pose ces questions-là. À quel moment, dans un couple, tu le dis? Mais peut-être il faut laisser la chance à la personne en face de te rencontrer pour qui tu es. Et après, tu pourras, une fois qu'elle aura appris tes qualités, la personne, peut-être, elle sera plus apte à écouter que tu as une vulnérabilité psychique, plutôt que de l'annoncer cash et de pas avoir la chance de pouvoir faire une rencontre. Donc voilà, dans un monde idéal, ça devrait pas nous faire peur quelqu'un qui dit je suis schizophrène, mais nous ne vivons pas dans ce monde idéal. Donc comment aider les gens à faciliter les relations? Bah ça c'est un peu notre boulot aussi, et c'est une des difficultés parce que pour moi la solitude, la stigmatisation et le rejet, bah, c'est ça qui crée beaucoup de difficultés, qui vient appuyer sur les vulnérabilités psychiques en fait, et pas tant un symptôme direct, mais bien une conséquence de la pathologie. C'est une punition en fait. On a cette pathologie et c'est injuste parce que pour le coup, les gens ils y sont pour rien. Hein. C'est tombé sur eux, ça aurait pu tomber sur n'importe qui. Et en plus derrière, ils ont une punition sociétale d'un rejet, d'expérimenter de la solitude et ça fait beaucoup. Donc bah voilà, vraiment nos difficultés elles sont là d'aider les gens à avoir des contacts sociaux, à ne pas se sentir seuls. Et pourtant, quand on apprend à les connaître, ce sont des personnes merveilleuses, quoi, des personnes honnêtes qui ont plein de choses à apporter au final. Cette barrière qui existe encore dans ce monde qui n'est absolument pas idéal. C'est bien dommage pour tous, au fait. Je pense qu'on a tous à découvrir de nos différences et à grandir de tout ça. Mais j'espère pour mes enfants que tout ça va continuer à évoluer. Et j'espère que ce qu'on fait là aujourd'hui, maintenant, va contribuer à ouvrir un peu les esprits parce que je trouve qu'on se prive vraiment d'une part de notre humanité et sans doute avec des personnes qui, je pense, sont plus humaines que nous, ne fût-ce que par l'honnêteté, en fait. L'honnêteté de vouloir inscrire sur un profil qu'on vit avec une schizophrénie ou peu importe. Enfin, je trouve qu'on se prive tous de beaucoup de choses. Là, on vient de voir de magnifiques perspectives. Alors moi, je suis convaincue que ces thérapies peuvent apporter vraiment beaucoup de choses à beaucoup de monde et qu'on peut toujours s'adapter quand ça ne fonctionne pas directement. Mais finalement, peu de services en France. Alors, je parle de la France, mais je peux parler de la Belgique, à part les pays anglo-saxons et l'Allemagne. J'ai repéré que l'Allemagne aussi a, dans ses premières attentions, les TCC. Aujourd'hui, c'est trop peu proposé en Europe. Donc, votre service, il est le seul ou il est l'un des rares en France? Pas les seuls, avec bah, une autre collègue, Catherine Bortolon, qui est maître de conférence à l'Université de Grenoble en psychologie et qui était ma voisine de bureau pendant quelques années. C'est son domaine de spécialité, les idées de persécution en termes de recherche et elle pratique toujours, elle pratiquait à l'époque et elle pratique toujours. On essaye de quand même de former des psychologues TCC à ces approches-là. Donc on donne chacun des formations un peu de notre côté. Donc il y a quand même un peu plus de thérapeutes maintenant formés qui peuvent le faire. Ceux qui se forment sont bien sûr les gens qui en général sont dans des services de psychiatrie, et donc là où ils pourront donner accès euh, aux personnes. Donc voilà, il y en a de plus en plus. On est en train d'essayer justement avec Catherine et un autre collègue, professeur d'université, Stéphane Raffard, de mener une petite étude pour voir un petit peu le taux d'accès à ces thérapies-là en France, sachant qu'on a des chiffres un peu qui ont été faits dans des pays, on essaie de se copier, donc les Hollandais, les Anglais ont fait des études là-dessus. Ils estiment un accès, eux, à 10% des personnes. Ce qui, pour des pays qui déjà sont en avance sur nous là-dessus, est pas beaucoup. Mais en France, on est très loin des 10%. Enfin, si on arrive aux 0,5%, je serais déjà très étonné. Alors, je sous-estime peut-être, mais de fait, ce milieu des thérapeutes TCC qui pratiquent ce genre de thérapie, je les connais. Je vois bien qu'on n'est pas beaucoup, c'est factuellement. Et par contre, c'est vrai qu'on a essayé à Montpellier de faire un service. Donc, il y a d'autres services qui le font, par exemple Catherine au centre de réhab de Grenoble, qui a un petit temps en plus de ses cours à l'université, est disponible pour ça dans ce centre de réhab. Il y a d'autres collègues qui ont été formés dans certaines villes de France qui peuvent le faire. Récemment, j'ai formé le petit hôpital d'Uzès, donc comme quoi c'est pas forcément dans les plus grosses villes qu'on aura accès à ces thérapies-là. Ouais, il y a encore du chemin. Hein. Et à Montpellier, on a essayé de faire en sorte qu'il y ait le maximum de gens qui y aient accès. Donc on a
l'accès à ces thérapies-là dans les centres de réhab, donc au sein du C2R de Montpellier. Mais le C2R, c'est les 16-30 ans. Et il y a un centre de réhab pour les plus de 30 ans qui essaye aussi maintenant, alors ils ont un peu moins de temps psycho, mais qui essayent aussi de proposer. On a une clinique des voix, donc c'est une collègue psychologue qui reçoit les gens qui entendent des voix et qui veulent une thérapie des voix, donc elle est dispo. Voilà, en tout cas au moins sur le département, on ne peut pas s'ouvrir à toute la France, sinon on ne pourrait pas répondre à la demande. Mais on essaye, en tout cas, que la plupart des gens y aient accès. Et l'unité des jeunes adultes, donc là, des 16-25 ans, qui rentrent dans les troubles psy, ont recruté récemment une psychologue qui fait cette TCC des idées de persécution et qui est disponible. Donc ça permet quand même d'avoir un certain nombre de points accès à ça et d'un parcours où normalement les gens ont de grandes chances de pouvoir y avoir accès. En tout cas, que ça leur soit proposé. C'est ça qui compte, en fait. Que les gens refusent, ça les regarde. Mais au moins que ça leur soit proposé. Donc, c'est possible. Et franchement, alors là, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'en France, le salaire d'un psycho à l'hôpital, bon, on est quand même le plus petit niveau d'un psychologue, c'est le bac plus 5. On regarde pour la plupart, il y a un grand nombre de psychologues qui en plus ont fait des doctorats, ont fait des formations. Les formations en TCC, c'est 3 ans après le diplôme. Donc ça fait quand même beaucoup de formations. Et un psychologue qui commence à l'hôpital, aujourd'hui, il va être sur des CDD pendant 6 ans et il va être payé 1 800 euros par mois. Voilà, pour vous dire. Et à une époque, il n'y avait pas de poste de psycho. Et du coup, les gens prenaient les offres même si c'était mal payé. À l'heure actuelle, les jeunes psychos, ils se mettent tous en libéral parce qu'ils travaillent 2 fois moins et gagnent 2 fois plus. Grosso modo, c'est à peu près le ratio. Et ils ont raison. Mais du coup, ça veut dire que l'hôpital doit faire des efforts parce que finalement, ce serait pas si compliqué dans les unités de psychiatrie d'avoir au moins un ou deux psychos sur des grosses villes en tout cas qui peuvent faire ces thérapies. Ça coûte même pas bien cher au tarif où on paye un psychologue et ce serait quand même assez utile pour les gens. Bah, ça diminue quand même le nombre de rechutes, etc. Donc pour le fonctionnement hospitalier, ça aurait du sens. Et même en augmentant un peu les psychos, ça serait quand même assez bénéf, à mon avis. Tu vois, je pense, là, je rentre dans la logique hospitalière, hein, qui est quand même centrée sur les coûts, sur tout ça. Parce qu'en fait, il faut penser comme ça si on veut penser, parce que c'est bien avoir des bonnes intentions. Moi, je te dirais, bah, il en faut dans toutes les unités de psychiatrie. Mais voilà, l'hôpital va toujours me demander, bah, les coûts, les machins. Bon, bah, il faut réfléchir comme ça, si on veut faire changer l'hôpital, en tout cas. Donc c'est faisable en fait. Il n'y a rien qui l'empêche. Maintenant, il y a des réticences au changement parce que nos institutions en France, on a toujours fait comme ça. Alors faire un truc nouveau, ça fait peur. Et avec cette idée, ben oui, mais si on fait un truc nouveau, mais ce qu'on faisait avant, c'était très bien. Ben oui, en fait, c'est pas ça. C'est le monde, il évolue. Il y a des nouvelles choses qui apparaissent. Ça veut pas dire que ce qui était avant était nul et était pas intéressant. Bon, ça veut juste dire là, il y a une proposition en plus. Proposons-la. Si des gens sont demandeurs et veulent en bénéficier, bah, faut qu'on puisse leur proposer. Et en plus, c'est pas juste au feeling. On a quand même des données d'efficacité qui montrent un intérêt. Alors, intérêt que j'ai dit dans certains cas, des fois qui est pas aussi impressionnant que ce qu'on souhaiterait, mais un intérêt néanmoins. Donc, c'est juste, il y a une proposition en plus, soyons ouverts. C'est comme si, tu as une unité sur une unité d'oncologie, il y a des nouveaux traitements sur le cancer, et ils disent, ouais, mais non, non, non. Franchement, jusque-là, ce qu'on faisait, ça marchait. Bah, alors, ça marchait modérément en oncologie, hein, parce que hélas, ça marche pas toujours. Mais non, là, on nous propose un truc qui pourrait aider des gens, mais non. Non, non, on a la flemme, parce que ce qu'on faisait, c'était déjà bien. Ah ouais, mais non, on peut pas réfléchir le monde comme ça, en fait. C'est pas possible. C'est de dire, bah, en fait, il y a plusieurs propositions. Super. Ah bah, allons-y. En fait, il y a des choses qui aidaient déjà les gens, continuons. Et il y a des nouvelles choses qui peuvent aider des gens qu'on n'arrivait pas à aider jusque-là. Bah, proposons-les. Et puis voilà, c'est le message que j'aimerais faire passer. Il est bien passé. Allons-y, donc. Et puis, si on réfléchit effectivement en coût, il faudrait peut-être élargir. Il y a le coût de l'hôpital, effectivement, mais il y a le coût global d'une maladie qui ne se rétablit pas. Et si on réajustait un peu les coûts d'une vision globale, je pense que aider les personnes à se rétablir, notamment avec les TCC, peu importe où, là, comment, mais que ce soit au moins proposé systématiquement, peu importe où on habite, parce que c'est quand même terrible. Suivant où on habite, on pourrait être mieux ou moins bien aidé, accompagné. C'est terrible. Au final, si on Eh proposait oui. à tout le monde et que tout le monde se saisissait de ce dont il a besoin, au final, je pense qu'au coût global, on serait tous gagnants. Ah ben ça c'est mais hélas je ne crois pas qu'à l'heure actuelle on soit dans des politiques de prévention parce que là en termes de coûts on mettrait le paquet et toutes les études montrent ça, c'est si on met le paquet effectivement sur les troubles psy, qu'on balise tout le chemin, qu'on met des facteurs de protection, qu'on aide la personne dans tous ses projets, etc. On a moins de rechutes. Les rechutes ça coûte extrêmement cher à la société, c'est des hospitalisations avec un certain nombre de soignants, avec des locaux, avec ça coûte très cher et du coup
Voilà, là je parle en logique économique parce que bien sûr que c'est horrible en plus de vivre une rechute pour une personne, hein, et une réhospitalisation. Mais tous ces gens que j'ai pu accompagner qui du coup n'ont pas rechuté parce qu'on leur a donné des outils pour gérer leur voix ou le sentiment de méfiance, bah forcément, si on comptait, bah, à long terme, ça rapporte de l'argent. Bien sûr qu'à court terme, ça a coûté bah, qu'on a une grosse équipe qui travaille sur le rétablissement, qui s'est mobilisée, on y a passé du temps. J'ai reçu les gens toutes les semaines pendant un certain temps, pendant qu'un case manager accompagnait sur l'emploi, sur le logement, sur la vie en extérieur. C'est du temps déployé. Oui, ça coûte à un moment, mais je pense que, enfin, je suis convaincu que la prévention, ça rapporte à terme. Qu'il faut rentrer dans cette logique-là, en tout cas, c'est comme ça qu'on doit le défendre, en tout cas auprès des politiques, puisque c'est comme ça que c'est entendu. Hein. Faut parler chiffres, hein, sinon on n'est pas entendu. Je m'intéresse de plus en plus à comment faire changer les choses, du coup, puisque je suis coincée dans tout ça. Et on parle aussi beaucoup de une personne impactée, effectivement, mais il n'y a pas que la personne, il y a toute sa famille, il y a tout le contexte. Enfin, ça a vraiment des répercussions qui vont très loin sur de nombreuses personnes dans tous nos domaines de vie. Donc le bénéfice, il serait Oui, immense, au fait. c'est ça. Si on compte, si on fait un compte et financier, et moral, et social, et sociétal, enfin, tous les aspects positifs qu'on gagnerait à améliorer nos soins en psychiatrie, ah, franchement, c'est sûr qu'il n'y a pas photo, hein. J'ai aucun doute sur tous les gains que toute la société pourrait retrouver. Nous ne sommes pas à convaincre. Nous ne sommes Exactement. peut-être pas encore suffisamment de convaincus que pour que les choses changent, mais bon, j'y crois. On va passer sur le côté plus pragmatique. Vous l'avez déjà dit tout à l'heure, hein, des TCC 30 minutes dans un bureau, c'est pas ça en fait. C'est préparé à l'utilisation dans la vie quotidienne. À quoi doit ressembler une séance de TCC de qualité pour les personnes qui ne connaissent pas, qui vont essayer? Bah, déjà, il faut être formé. Enfin, si on commence par le départ. Donc, on est déjà face à un psychologue qui a déjà fait 5 ans d'études pour être diplômé. Il y a une formation en plus de 3 ans. Est-ce que cette formation n'importe qui peut la faire ou est-ce qu'il faut d'abord avoir ce diplôme de psychologue ou est-ce que c'est ouvert à d'autres professions? Quel est le cadre de votre Mm. profession et comment est-ce qu'on sait en tant que particulier qu'on est dans le bon cadre avec un thérapeute bien formé? Alors, c'est pas toujours évident parce qu'il n'y a pas de législation. C'est-à-dire que n'importe qui peut écrire TCC sur sa plaque, vous dire qu'il en fait. Donc normalement, il y a des diplômes en 3 ans qui se réalisent post-diplôme de psychologue ou de psychiatre. Les psychiatres peuvent aussi se former au TCC. Quel est le cadre d'intervention? Alors sur ces formations déjà, il y a une recommandation, c'est l'association européenne de TCC. Ils disent aux usagers, demandez son diplôme de TCC à votre psycho. N'ayez pas peur, demandez. Quels sont les diplômes? Le mieux, c'est quand même de regarder est-ce que la personne est référencée à l'AFTCC, donc l'Association française de TCC. Il y a un annuaire des gens et regardez les gens qui ont le titre de thérapeute praticien parce qu'on peut être membre de l'AFTCC mais on n'a pas le titre de thérapeute praticien. Donc, faut faire attention à ça. Et si elle est thérapeute praticien superviseur, ça veut dire qu'elle a fait une formation en plus pour superviser ses pairs dans la pratique des TCC. Donc ça donne un petit repère. Il y a des bons thérapeutes TCC qui ne sont pas inscrits à la FTCC. Attention, il y a des diplômes de qualité qui sont faits par certaines associations, donc l'IRCAD, l'IFORTEC. Je vais en oublier. Alors il y en a qui vont être le DIU de Lyon, qui est de très bonne qualité. Il y a certains DU en France qui sont de bonne qualité. Voilà, c'est demander en fait à la personne est-ce qu'elle a fait une formation plus ou moins diplômante ou auprès d'un organisme officiel et qui fait des formations longues. Faut vérifier ça. À quoi ça doit ressembler? Normalement, vous avez un thérapeute. Comme je dis, quand même, il y a une certaine liberté, ça ne doit pas être un truc ultra protocolé, qui va vous demander, vous savez dans quelle direction vous allez. On a une demande qui a été précisée ensemble, et je sais dans quelle direction avec mon thérapeute je vais, sur quoi on travaille. Voilà. Si on me demande, je peux dire, bah, avec mon thérapeute, on travaille sur tel sujet, sur mon perfectionnisme, sur mes ruminations, parce que mes ruminations, elles me nuisent et je suis pas bien tous les soirs, et c'est pour ça que je travaille avec mon thérapeute. Voilà, on doit savoir sur quoi on travaille. Ça c'est un des premiers signes qui est important. Le thérapeute doit vous donner d'explications. Dans les TCC, c'est important. On veut transmettre le savoir. On veut que la personne soit experte de son sujet. C'est pas moi qui garde le savoir en tant que thérapeute et je vous laisse deviner des trucs. Non, non, je vous transmets le savoir. Donc ça, c'est un point important aussi. Est-ce que mon thérapeute me donne de l'information, m'explique comment je fonctionne? En tout cas, comment on a regardé ensemble et quelle hypothèse il fait sur comment j'ai l'air de fonctionner face à telle situation. En général, il va me demander des exercices entre les séances. Si j'ai pas d'exercice entre les séances, c'est un peu étonnant et plutôt des exercices quand même centrés sur la vraie vie et sur on appelle les choses comportementales. Il va me challenger. Et en TCC, il y a un auteur que j'aime bien qui dit une séance
où aucune émotion intense n'est vécue est une séance de perdu. En TCC, c'est pas toujours très agréable d'aller en séance. Si je suis bien tout le temps, c'est que mon thérapeute ne m'expose pas à mes émotions difficiles. Et donc, c'est pas forcément bon signe. Attention, il y a plein de séances que je fais où ça va, on passe un bon moment, quand même. Mais les gens que je reçois, ils savent que des fois, je vais aller appuyer là où ça fait mal. Ils savent pourquoi je le fais. On en a discuté ensemble et toutes mes intentions sont transparentes. C'est-à-dire, je prends des notes, j'explique toujours aux gens, je leur dis, je vais prendre des notes pour retenir ce que vous me dites. Il n'y a aucune interprétation. D'ailleurs, je les cache pas. Je suis pas avec ma feuille là devant moi cachée. Ils peuvent voir ce que j'écris. Ils me disent, voilà, cette semaine, il s'est passé ça. Mon exercice avec les ruminations, j'ai pas réussi. Ok, l'exercice avec les ruminations, c'était dur. Ok, je le note parce qu'il faut que je m'en souvienne pour la fois d'après. Mais il n'y a pas d'interprétation et je dis aux gens, si je pense un truc, si je me fais une hypothèse sur votre fonctionnement, si j'ai une idée, je vous la partagerai. Ça reste pas dans ma tête et moi qui me fais des trucs, qui déduit des choses et qui interprète. C'est transparent. Et ça, c'est une attitude du thérapeute qui a attendu d'un thérapeute TCC, cette transparence sur ce qu'on fait. Vraiment, on est ensemble en collaboration. Et après, il peut y avoir plein de façons, ça, les outils utilisés, etc. Il y a tellement de choses que je peux pas dire ce qui est bien, ce qui est pas bien. Parce que des fois, il y a des gens qui me demandent, alors j'ai fait ça avec mon thérapeute, est-ce que c'est bien? J'ai pas d'avis à donner, j'en sais rien. Il faudrait que j'ai l'ensemble de la thérapie pour savoir est-ce qu'à ce moment-là c'était pertinent, mais est-ce que pour vous ça a été pertinent? Est-ce que ça vous a aidé? Si oui, c'est que c'était bien. Et sinon, ça veut pas forcément dire que c'était mal. C'est peut-être juste le truc qui vous convient pas et on va essayer autre chose. Donc voilà, on peut pas juger d'une TCC si elle est de qualité ou pas en fonction des outils utilisés, mais plutôt en fonction effectivement de cette posture. Et puis ça me convient. Est-ce que je progresse dans cette thérapie? Est-ce que factuellement sur des objectifs de vie, je vois que j'ai changé? Et pas juste j'ai l'impression que ça me fait du bien. Non, c'est que normalement mon thérapeute doit pouvoir me dire, bah, vous voyez, sur tel point et tel point, vous avez bougé. Et c'est ce que on avait décidé qu'on travaillait ensemble. Ok, bah voilà, c'est un bon signe. C'est pour ça que les thérapeutes TCC ont tendance à faire passer quelques petites échelles avant et après. C'est pas pour faire chier les gens, c'est parce que ça peut aider à dire, bah, parce que des fois on voit pas qu'on a changé aussi avec enfin, vu on vit avec soi-même tous les jours, hein, on se voit pas changer. Et du coup, des fois, passer un questionnaire, par exemple, qui dit, bah voilà, j'ai un score d'intensité du TOC à 32 et je suis passé à 12. Ça se passe pas que là-dessus, hein. C'est juste une petite information en plus pour confirmer qu'effectivement, bah, je fais moins de TOC qu'avant, tout simplement. Donc, il y a ces aspects-là. Et après, bah, un thérapeute, ça, il peut être très compétent et ne pas être la bonne personne pour vous aussi, parce qu'il faut qu'il y ait quand même un feeling aussi, hein. C'est aussi ça. Tu vois, moi, je sais que mon style, il va pas convenir à tout le monde. Il y a des gens avec qui ça va très bien passer, il y a des gens, je sais que je serai pas forcément le bon thérapeute pour eux. J'essaye de donner tous les moyens, mais c'est pas grave, ça me dérange pas en fait. Voilà, moi j'ai un style un peu rentre dedans, un peu, on y va un peu cash. Bon, bah, il y a des gens, ça les aide bien, des gens, ils aimeraient. Alors j'essaye de m'adapter quand même à chaque personne, évidemment, mais j'essaye aussi de rester moi, comme qui je suis comme thérapeute, pour rester authentique. Il n'y a pas un Alexandre thérapeute et un qui prend des postures. J'aime pas les psychologues qui prennent des postures de thérapeute. Vous savez, ils sont plus eux. Ils sont un truc qu'ils imaginent que doit être un thérapeute. Moi, je reste moi. C'est parfait. Là, du coup, on a plein d'éléments pour pouvoir bien choisir son thérapeute. J'ai encore trois questions sur une séance. Combien de temps ça dure, une séance TCC normale? Enfin, est-ce qu'il y a une durée préconisée ou ça dépend aussi? En libéral, on vise les 45 minutes, souvent, c'est la moyenne, 45-50 minutes. Moi, je dis aux gens, le but, c'est que je vous vois le plus rapidement possible. C'est notre objectif, que vous ayez plus besoin de venir me voir et que les gens soient autonomes. Donc, il y a certaines séances, à un moment, quand les gens ils me disent, bah voilà, là, j'ai fait tel exercice, je me suis prévu ça pour la prochaine fois, ça va, je gère, j'ai compris le truc, je m'améliore. Bon, bah, au bout de 30 minutes, on a fini, hein. Moi, je veux dire, je vais pas vous retenir dans mon bureau pour qu'on se raconte, ouais, la canicule, il fait chaud, tout ça. Oui, bon, ok, c'est le moment où normalement on espace. Si on voit qu'on n'a plus grand-chose à se dire, bah, je vais pas, si en libéral particulièrement où les gens payent, on va pas vous faire venir toutes les semaines, quoi. Bah, du coup, on se revoit dans 2 mois pour faire le point. Mais sinon, la moyenne, c'est 45 minutes. Nous, à l'hôpital, on a un peu plus de latitude que le libéral, parce que, bah, faut gagner sa vie en libéral, quand même, en réalité. Ça peut aller jusqu'à 1 heure. Mais tout comme avec des gens qui, à cause des traitements ou à cause de la maladie, ont des troubles cognitifs, ben, on peut réduire la séance à 20 minutes, une demi-heure si on voit que la concentration n'est pas là. Le but, c'est pas de torturer les gens. Donc, en fait, c'est aussi à nouveau adaptable à la personne et à ses besoins et au moment. Ça m'arrive de faire des séances d'1 heure et demie. Je choisis de le faire parce que on est sur un gros truc, on a travaillé des choses importantes et ça vaut le coup d'y passer un peu plus de temps là. Et c'est mon choix. En tant que thérapeute, je choisis de le faire à un moment. Mais on va dire 45 minutes, c'est plutôt la norme. Au niveau du coût, ça représente quoi comme coût et est-ce que c'est pris en charge par la sécurité sociale?
Alors, non, c'est pas pris en charge par la sécurité sociale à l'heure actuelle, puisqu'il existe le dispositif Mon Psy, mais qui est quand même boycotté par plus de 90% des psychologues. Pour X raisons, et je ne vais pas rentrer là-dedans, il y a plein de choses, d'informations sur Internet qui expliquent pourquoi il est boycotté. Je suis assez d'accord avec ce boycott. Je pense que les thérapies devraient être remboursées, mais on devrait réfléchir mieux aux conditions et moi qui suis hospitalier, faut pas dire ah on va tout refiler au libéral et comme ça on recrute pas dans le service public. Moi c'est ça qui me pose problème aussi. Pour moi le soin doit être accessible à tous et l'hôpital a son rôle à jouer et à procurer des soins de qualité. On peut pas dire on vous reçoit à l'hôpital puis on vous envoie en libéral. Sur des troubles psychiatriques sévères, il faut des équipes pluridisciplinaires, il faut mettre un peu le paquet. Ce que je dis, bah accompagner sur les projets de vie. Quelqu'un qui est tout seul en libéral, qui vous voit 45 minutes tous les 15 jours. Il va pas pouvoir vous gérer sur l'aspect social, sur l'aspect solitude. Enfin, voilà, il y a un moment, c'est pas possible. Donc clairement, bon, là, c'est plutôt un discours politique. Donc le coût, ça dépend vraiment des. En libéral, ça dépend vraiment des villes. Ça peut être en zone rurale, ça peut être 50 euros. À Paris, ça peut monter jusqu'à 130 euros la séance. Ça va dépendre des coûts de la vie de la ville et des coûts des locaux, parce que ça va beaucoup impacter le coût de la consultation. Donc vraiment, il y a des prix un peu divers et variés. À l'heure actuelle, on est plus entre 60 et 80 la séance. Selon les villes, c'est plutôt ça le prix moyen en France. Et en libéral, on va plutôt se voir une fois toutes les 2 semaines. Donc des gens vont me dire, c'est cher. Alors attention, voilà, comme d'habitude en libéral, hein, les gens, il y a la moitié de leur salaire qui part aux impôts, etc. Faut pas non plus fabuler sur le salaire des psys en libéral, c'est pas non plus incroyable. En général, on prend du temps pour préparer les séances avant-après, donc c'est du temps en plus, etc., qui est pas compté. Et on me dit, bah ouais, bah du coup, imaginons, à 70 euros, ça me fait 140 par mois. Ouais, c'est pas donné. C'est vrai. Est-ce que, par rapport à certains choix de vie, des fois qu'on fait, où on investit notre argent, notre santé psychique, elle vaut pas le coup, aux gens de faire leur choix, en fait. À l'hôpital, c'est gratuit. Pour peu que vous ayez accès à un thérapeute TCC, parce qu'on n'est encore pas si nombreux que ça à l'hôpital, c'est normalement gratuit. Nous, à Montpellier, on va essayer d'appliquer, c'est-à-dire le rythme qui est le plus préconisé une fois par semaine, pour mettre le paquet. Parce qu'on apprend, bah, plus on se voit régulièrement, plus on peut faire d'exercices, plus on peut avancer, plus on gagne du temps et de l'efficacité. Donc en libéral, avoir un thérapeute une fois par semaine, c'est vrai que là, ça fait un sacré billet quand même à sortir à la fin du mois. Le dispositif Mon Psy, c'est 12 séances par an. En 12 séances, on fait souvent pas énormément de choses. Et qui, en plus, sont réservés aux troubles, je me rappelle plus les conditions, mais dépressifs, légers à modérés, ou, enfin, ça concerne pas tout le monde, en fait, si vous avez des troubles psychiatriques plus importants. Quand bien même vous avez un trouble bipolaire et que vous voulez consulter dans ce dispositif, bah, normalement, vous n'y avez pas le droit. Alors après, il y en a qui vont feinter sur les adressages, etc. Mais normalement, vous n'y avez pas le droit. Ça crée une espèce de truc à deux vitesses aussi qui est pas top. Donc bon, il y a beaucoup de choses à changer dans ce dispositif. Coût moyen, 2 séances par mois en libéral, une séance par semaine à l'hôpital. Et à l'hôpital, c'est gratuit. Si vous avez la chance d'y avoir accès, tant mieux. C'est souhaitable. Absolument. Pour conclure, un petit mot à destination des proches d'une personne qui vit avec un trouble psychotique et qui aurait perdu tout espoir d'une amélioration, mais qui découvre ici, là, aujourd'hui avec nous, Mm. les TCC. Je vais en dire déjà courage, parce que oui, le système de soins en psychiatrie, il est tentaculaire. Nous, on s'y retrouve pas en tant que soignants. Alors pour des familles, que des fois on tient pas trop au courant. C'est un enfer. Donc oui, on peut perdre espoir. En plus, on voit son proche, c'est la famille qui est au contact du pire, des pires moments. Donc forcément, on peut perdre espoir. J'ai envie de dire, il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours une possibilité de rétablissement. Si on rétablissement, ça veut pas dire que demain tout va aller mieux. Ça veut dire qu'il y a une possibilité que la personne elle puisse vivre une vie qui lui convienne mieux et qu'elle soit mieux dedans. Oui, il existe des choses qui peuvent aider et ben, c'est hélas le message et ça m'embête de le donner aux familles. À la fois, j'ai envie de leur dire, ben, c'est à elles aussi de contribuer à aller faire du bruit pour faire entendre leur voix et pour dire, ben, on sait qu'il existe des choses. Comment ça se fait que vous nous les proposez pas? Parce qu'à un moment, c'est ça qui va obliger des chefs de service à faire des recrutements en direction de choses qu'on leur demande. Si à un moment, les familles, elles disent, bah, comment ça se fait que ça existe, je sais pas, à Grenoble, à Montpellier, dans telle ville, et pourquoi moi on me le propose pas? Bah oui, ça va peut-être obliger des chefs de pôle en psychiatrie à se dire, bah, comment on peut proposer ce soin-là aux personnes. Donc, c'est terrible parce que j'aimerais dire aux familles, c'est pas à vous de le faire, c'est nous, soignants, de proposer des soins de qualité et d'y réfléchir. Mais dans les faits, à nouveau, moi je suis concret et réaliste. Si on veut que ça bouge, il faut aller faire chier les soignants. En fait, enfin franchement, je le dis, il faut aller les embêter, leur dire, bah, si vous n'êtes pas satisfait, que c'est pas suffisant, que vous voulez d'autres choses. Parce que bah, mon message, c'est là, en psychiatrie, on ne fait pas assez bien. C'est pas mal de le dire, on ne fait pas assez bien et on peut faire mieux. Et il faut que sans arrêt on se pose la question de comment on peut faire mieux. Faut pas juste dire
c'est déjà pas mal ce qu'on fait et on va s'en contenter. Non, non, faut toujours se challenger et se dire on peut faire mieux. Et si des fois on vient nous piquer un peu, bah c'est bien. En fait, ça nous oblige à nous remettre en question. Donc je pense que c'est important. Mais je sais que ça demande de l'effort aux familles et que c'est pas sympa de leur demander de faire cet effort. Oui, mais je pense comme vous que c'est absolument nécessaire. Et du coup, j'espère qu'il y a beaucoup de familles qui nous entendent et qui vont aller faire leur petite piqûre de rappel auprès des personnes qui s'occupent de nos proches au final. Ouais, Donc voilà, j'espère. allez-y surtout. Allez-y. Je pose à chacun de mes invités 6 questions qui ne nécessitent pas nécessairement de développement. Et du coup, j'aime bien avoir une petite photographie à la sortie des retours. Je trouve ça très, très intéressant. Vous êtes partant? Allez. Quel moment clé a changé votre regard sur la santé mentale? De découvrir le paradigme du rétablissement personnel et tous les témoignages de pères aidants, enfin, ou de personnes concernées, tout simplement. Ça m'a obligé j'étais déjà convaincu, mais sans le théoriser. Et ça m'a, pour le coup, ouais, ça a changé mon regard en général. Si vous pouviez déconstruire une idée fausse une bonne fois pour toutes, ce serait laquelle? La schizophrénie, ce n'est pas des doubles personnalités. Il faut arrêter avec ça. C'est pas du tout ça. Et il faut arrêter d'employer ce terme à tort et à travers. Il faut que les médias arrêtent d'utiliser n'importe comment. Et pour surtout que parler des comportements violents ou non, voilà. Il faut changer le regard sur cette maladie. Est-ce que vous voyez des innovations, alors qu'elles soient scientifiques, sociales, peu importe, qui pourraient révolutionner notre façon d'aborder la santé mentale et donc sa prise en charge? Révolutionner, non, parce que je crois pas tant, je crois plus à l'évolution qu'à une révolution. Mais par contre, oui, aujourd'hui, il y a des publications scientifiques clés d'équipes très compétentes dans le monde qui apportent quand même des solutions non pharmacologiques intéressantes. Et il est temps la France, on prenne un peu plus l'habitude de regarder ce qui est proposé, tout en ayant un regard critique, bien sûr, mais d'essayer sans arrêt d'innover un petit peu parce qu'il existe des choses et on les fait pas. C'est un peu dommage. Y a-t-il un livre, un film, une œuvre ou une rencontre qui vous a profondément marqué sur le sujet de la santé mentale ou des troubles psychiques? Une œuvre, je sais pas. J'ai lu beaucoup de livres. Ils m'ont tous nourri? Est-ce qu'ils m'ont marqué? Moi, c'est une vidéo de Luc Vigneault, qui est père aidant au Québec, que j'avais trouvé très pertinente, où il parle de son parcours et je le trouve extrêmement pertinent. Et cette vidéo d'Éléonore Longden aussi, qui parle de son parcours avec les voix, qui moi sont un peu des vidéos de référence que je conseille. Bah, Patricia Digan aussi, qui est extrêmement intéressante également. Mais il y en a plein d'autres en fait. Ils ont des messages forts et ça fait du bien de les entendre. À partir d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous vous engagez à continuer à initier ou à arrêter de faire ou à faire différemment en lien avec votre pratique professionnelle ou de manière personnelle? Qu'est-ce que je m'engage à faire? Là, mon grand combat, c'est d'essayer de rendre plus accessibles les TCC et les troubles psychotiques un peu partout en France, en diffusant de l'information, en allant former, et d'avoir un niveau d'exigence, de pas faire ça à l'arrache, de faire ça bien. C'est un engagement que j'avais déjà, mais que je me dis, on peut faire plus. On n'est encore pas assez doué pour communiquer sur ce qui peut être fait dans le milieu des TCC. Donc, je pense qu'on peut s'améliorer encore pour diffuser les TCC dans le champ de la psychiatrie, en tout cas. Dans un an, comment rêvez-vous qu'on agisse collectivement en faveur de notre santé mentale? Dans l'utopie, comment je rêverais de que ce soit possible. Je rêverais d'une meilleure communication entre les services de soins, les services sociaux, tout ce qui peut, en fait, une fluidité et un arrêt de ces milliers de structures différentes qui se connaissent pas, avec plein d'administratifs. Je voudrais une fluidification des parcours pour qu'on puisse accompagner les gens sur l'ensemble des domaines de vie de façon efficace, rapide et je pense qu'avec les moyens qu'on a, ils sont peut-être pas élevés, mais si on enlevait tout ce qui est inutile, tout ce qu'on fait pour rien et toutes les pertes de temps administratives qu'on a, tous ces manques de communication qu'on a, eh ben en fait, on pourrait faire bien mieux. Vraiment, j'en suis convaincu. Pour le coup, oui, avec des moyens en plus, ce serait mieux. Attention, hein, je dis pas le contraire. Mais si on a des moyens en plus, mais qu'on surrajoute encore au millefeuille administratif, il y en a encore des structures. Non, il faut pas rajouter des structures, il faut fluidifier ce qui existe et l'améliorer et le moderniser. Je pense que c'est ça que je souhaiterais à terme. Je vous rejoins à 1000%. Si je trouve effectivement qu'il y a plein de petites choses qui existent et que c'est génial, mais finalement on ne connaît pas. Ça vient en doublon d'un autre truc alors que des personnes dépensent beaucoup d'énergie à... Oui, je trouve que Ouais, tout à fait. éclaircir tout ça, faciliter, ce serait déjà un énorme pas en avant et que ça ne nécessite pas nécessairement, dans un premier temps, plus d'argent.
juste une meilleure coordination, une meilleure communication. Enfin. Donc oui, je rejoins à 1000%. Merci infiniment pour le temps que vous avez passé avec moi et pour tout ce que vous avez pu partager. C'était super instructif de mon côté. J'espère que ça servira aussi à beaucoup d'autres familles qui vont aller titiller leur équipe soignante, leurs proches pour que les TCC soient aussi proposés à leurs proches, au bénéfice de tout le monde au final. J'espère. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça rentre dans cette idée de vouloir en parler et de rendre ça, de diffuser un peu ces pratiques-là. Donc, merci de m'avoir donné ce temps de parole. Et puis, j'espère que ça servira au plus grand nombre. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le et abonnez-vous. Si vous souhaitez proposer des sujets, soulever des questions, partager vos réflexions, vous trouverez mes coordonnées dans le descriptif. Dans 15 jours, j'accueillerai Christophe Rémion, éducateur spécialisé, enseignant et cofondateur de l'ASBL 9 mètres carrés, qui questionne le sens de l'enfermement et l'humanisation de la prison. Dans cet épisode, Christophe nous partagera notamment sa réflexion engagée sur le rôle que pourrait jouer un éducateur en prison, loin des logiques purement sécuritaires. Nous aurons aussi le plaisir de découvrir l'association 9 mètres carrés, ses ambitions et ses perspectives à très court terme. À bientôt! Éclat d'esprit, le podcast qui met en lumière avec authenticité et ouverture d'esprit Vous venez les d'écouter mystères de notre santé mentale. Ici, nous explorons les failles de notre esprit pour mieux comprendre ses forces. Nous brisons les tabous, on déconstruit nos idées reçues et nos préjugés, on parle espoir et rétablissement. Entre éclat de voix et éclat de rire, nous partageons nos expériences. Nous ouvrons un dialogue inédit avec des personnes concernées par un trouble, des experts à la pointe des évolutions actuelles et les acteurs pluridisciplinaires de terrain. Notre objectif ? Faire éclater nos vérités, contribuer à mieux comprendre les réalités complexes des maladies et de leur prise en charge pour ouvrir la voie vers d'autres possibles. En fil rouge, mon parcours personnel face à la maladie de mon mari, qui m'a confirmé que, tout comme les éclats de lumière se révèlent dans l'ombre, les moments les plus sombres de nos vies peuvent aussi faire naître des éclats de vie. De l'éclat d'esprit à l'éclat de génie, il n'y a qu'un pas. Franchissons-le pour construire ensemble un monde où la santé mentale est accessible à tous.